Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Tension à Djermouk, le ministère de la Défense demande la perte d'une position. Le nouvel ultimatum de Bakou qui exige une modification de la constitution arménienne. Les vacances surprises du Premier ministre arménien, un calcul politique. Gaza face à la famine, Israël annonce des pauses humanitaires. En Azerbaïdjan, la presse est célébrée, mais les journalistes sont en prison. Et le trésor des manuscrits arméniens, bientôt accessible en ligne. Une nouvelle rumeur a semé l'inquiétude aujourd'hui sur fond de tensions persistantes à la frontière, celle de la perte d'une position militaire arménienne en direction de Djermouk. Une information catégoriquement démentie par le ministère de la Défense qui a dénoncé une campagne de désinformation et exhorté à la prudence. Mais ce démenti, aussi formel soit-il, intervient dans un contexte particulièrement douloureux et tendu, car il faut le rappeler, c'est précisément dans cette région de Djermouk que l'armée azerbaïdjanaise occupe depuis les attaques de septembre 2022 plusieurs dizaines de kilomètres carrés du territoire souverain de l'Arménie. Cette nouvelle alerte, même si elle est fausse, illustre donc parfaitement la guerre des nerfs qui se joue à la frontière et la méfiance légitime d'une population qui vit sous la menace permanente de nouvelles agressions. Chaque rumeur, chaque information non vérifiée vient raviver les traumatismes d'une occupation qui est bien réelle. Nouvel ultimatum de Bakou. Dans une interview à la presse allemande, le bras droit du président Aliyev, Hikmet Hacıyev, a de nouveau déroulé la liste des conditions préalables à la paix. Des conditions qui ressemblent de plus en plus à un diktat. Première exigence et non des moindres, une ingérence directe dans les affaires intérieures de l'Arménie. Bakou exige que notre pays modifie sa propre constitution pour, dit-il, mettre fin à toute revendication territoriale. Dans le même temps, le conseiller d'Aliyev agite de nouveau le spectre du revanchisme arménien, un prétexte, selon de nombreux observateurs, pour exiger de l'Arménie qu'elle fasse taire toute voix qui ne s'agiterait pas sur le narratif de Bakou. Sans surprise, Hikmet Hacıyev a également réitéré sa volonté d'enterrer définitivement le groupe de Minsk et avec lui des décennies de médiation internationale basée sur le droit des peuples à l'autodétermination. Mais le comble du cynisme est sans doute atteint sur la question des compensations. Alors que le sujet n'est pour l'instant pas officiellement en négociation, le conseiller azerbaïdjanais précise que Bakou est en train d'évaluer les dommages subis. En clair, après avoir mené une politique d'épuration ethnique en Artsakh et détruit un patrimoine culturel séculaire, le régime de Bakou laisse entendre qu'il pourrait un jour présenter la facture à l'Arménie. Une rhétorique qui interroge sur la nature même de la paix proposée par l'Azerbaïdjan. Le timing a de quoi surprendre. À peine 2 jours après son retour de congé, le Premier ministre Nikol Pachinian prend à nouveau des vacances et ce jusqu'à 15 août. Alors pourquoi ce départ soudain? Pour beaucoup, la réponse est politique. Ce congé permettait au chef du gouvernement de descendre dans l'arène et de participer activement à la campagne contre le catholicos, un rôle qu'il ne pourrait pas assumer durant ses heures de travail officiel. Un nouveau lieu de recueillement au cœur du Saint-Siège d'Etchmiadzin. Ce dimanche, en la grande fête de la Transfiguration, une cérémonie solennelle a marqué l'inauguration d'un mausolée et d'une salle de prière aux chandelles, érigée dans la cour même de la cathédrale mère. La cérémonie était présidée par sa sainteté Karekin II, catholicos de tous les Arméniens. Le projet a été rendu possible grâce au mécénat du regretté bienfaiteur national Garnik Yakoubian et de son épouse Anahit Chatapalchian Yakoubian. Lors de son discours, sa sainteté a souligné que ce bâtiment n'est pas seulement un édifice en pierre, mais une maison de prière et un refuge pour les croyants, abritant les chapelles des apôtres Saint Thaddée et Saint Barthélemy.
À notre époque, alors que notre système de valeurs est miné par diverses idéologies erronées et que les perceptions spirituelles sont déformées, ces édifices religieux, sanctuaires et lieux de pèlerinage, avec leur signification religieuse et rituelle, sont des centres bénis pour fortifier la foi, sauver l'âme et affermir une vie agréable à Dieu. La situation humanitaire à Gaza atteint un point de rupture. Aux portes de l'enclave, l'aide s'entasse. À l'intérieur, la population meurt littéralement de faim. Les scènes quotidiennes sont insoutenables. Des foules qui prennent d'assaut les convois des enfants en état de dénutrition sévère. Une situation qui a poussé plusieurs pays, dont la Jordanie, les Émirats arabes unis et les États-Unis, à organiser des largages aériens, symbole spectaculaire de l'échec des voies terrestres. Face à la pression internationale et à ces images insupportables, Israël a annoncé aujourd'hui une concession des postes tactiques et quotidiens dans ses opérations militaires dans le sud de Gaza, afin de créer des couloirs humanitaires. Reste à savoir si cette mesure sera suffisante pour enrayer une catastrophe qui semble chaque jour plus inévitable. Voici le panorama de l'actualité internationale. La nuit dernière, les forces russes ont de nouveau frappé Kiev avec des drones. Le bilan provisoire fait état de 8 blessés dans l'explosion d'un immeuble résidentiel. Selon Kiev, la Russie aurait lancé 324 drones et 7 missiles. Les régions de Dnipropetrovsk et de Kirovorad ont également été ciblées. Une alerte aérienne a été déclarée sur l'ensemble du territoire ukrainien durant la nuit en raison du décollage de chasseurs russes MiG-31 capables de transporter des missiles Kinjal. En réponse, une frappe ukrainienne a provoqué un incendie à Rostov, en Russie. Sur le front énergétique, une première historique, la compagnie d'État azerbaïdjanaise SOCAR va fournir du gaz à l'Ukraine. Le gaz transitera par le corridor transbalkanique via la Bulgarie et la Roumanie. Un petit pas en volume, mais un bond stratégique pour la sécurité énergétique et la diversification des sources, a déclaré le patron de la compagnie ukrainienne Naftogaz. Un pas vers la désescalade en Asie du Sud-Est. Les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge, en conflit ouvert, ont accepté de se rencontrer en Malaisie pour négocier un cessez-le-feu. En 4 jours, les affrontements frontaliers ont fait plus de 30 morts et 170 000 déplacés. Au plus fort des combats, le président américain Donald Trump est intervenu en menaçant de suspendre les accords commerciaux avec les deux pays, une pression qui a poussé les deux parties à accepter une cessation immédiate des hostilités. Donald Trump qui, sur un autre front, espère conclure un accord commercial avec l'Union européenne tout en évaluant ses chances de succès à 50%. Lors d'une rencontre en Écosse avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le président américain a précisé que l'accord exclurait les produits pharmaceutiques et que les droits de douane ne descendraient pas sous les 15%. Ursula von der Leyen a également estimé les chances à 50-50, soulignant qu'en cas de succès, ce serait le plus grand accord jamais conclu pour les deux parties. Pour rappel, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 30% sur les produits européens si aucun accord n'était trouvé d'ici le 1er août. En Syrie, des élections législatives se tiendront du 15 au 20 septembre. Il s'agira du premier scrutin depuis la chute de Bachar el-Assad. Le président par intérim, Ahmed El-Shara, nommera un tiers des 210 députés, les autres seront élus. Un scrutin qui s'annonce déjà sous haute tension, alors que le pays reste divisé, notamment après les violences interethniques qui menacent la fragile stabilité post-conflit. En Grèce, des incendies majeurs ravagent le Péloponnèse et plusieurs îles sur fond de canicule à 42 degrés. Athènes a demandé l'aide de l'Union européenne. En Turquie voisine, la chaleur a atteint un record de plus de 50 degrés. Les feux se poursuivent et plus de 50 000 personnes ont déjà été évacuées. Au Pakistan, le bilan des pluies de mousson ne cesse de s'alourdir. Au moins 279 morts et près de 700 blessés. Plus de 1500 bâtiments ont été détruits, forçant des milliers de personnes à fuir. Selon les météorologues, les pluies torrentielles devraient se poursuivre dans les prochains jours. La crise à Gaza était au cœur d'un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Selon la présidence turque, le chef de l'État a exhorté Paris à agir face à la dégradation de la situation humanitaire. Tayyip Erdogan aurait également salué l'intention de la France de reconnaître un État palestinien. Une lecture que Paris nuance pour l'Élysée. Cette reconnaissance n'est pas un tabou, mais doit intervenir à un moment utile pour la paix et non être un simple geste symbolique. Tension également entre Washington et Téhéran. Le président américain s'est dit surpris de la volonté de l'Iran de poursuivre son programme d'enrichissement d'uranium. Il a rappelé les frappes passées sur les sites nucléaires et a promis d'entraver les plans de la République islamique. Fidèle à son style direct, Donald Trump a qualifié la position iranienne de stupide. La réplique de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Pour le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, il s'agit d'une question de fierté nationale et d'accomplissement scientifique et l'Iran n'y renoncera pas.
À Bakou, les célébrations officielles battent leur plein pour la 150e anniversaire de la presse nationale. Mais derrière la façade d'un État qui prétend honorer la liberté d'expression, la réalité est bien plus sombre. Tandis que le pouvoir applaudit les discours sur une presse libre, des dizaines de journalistes passent des journées derrière les barreaux, punis pour avoir fait leur travail. Car le régime de Bakou, qui use du langage de la menace envers les Arméniens, n'épargne pas non plus ses propres voix dissidentes. Personne n'est épargné. Enquête sur une liberté bâillonnée avec Diana Karapetian. L'État azerbaïdjanais, fort de ses 100 ans d'histoire, célèbre en grande pompe le 150e anniversaire du journal Ekinci, le présentant comme le fondement de la presse libre. Mais sous le vernis de cette célébration pathétique, la réalité est tout autre. À Bakou, la liberté d'expression n'est pas célébrée, elle est réprimée. Le nom d'Abzas Media est devenu un chiffon rouge pour le pouvoir azerbaïdjanais. Ses collaborateurs, Ulvi Hassanli, Sevin Jvagivgidzi, Elnara Gassimova et Nargis Absalamova, sont aujourd'hui en prison, condamnés à des peines à l'abs jusqu'à 9 ans pour avoir simplement dénoncé la corruption et les dérives du pouvoir. Pourtant, ils n'ont pas l'intention de se taire. Dans une tribune publiée à l'occasion de la journée de la presse, ils s'adressent directement à Ilham Aliyev, révélant, avec une critique acerbe, comment le régime, qui proclame « le Karabakh, c'est l'Azerbaïdjan », transforme en réalité l'Artsakh occupé en une zone morte. Vous distribuez le Karabakh à un groupe de fonctionnaires. Vous donnez d'immenses terres à vos entreprises, tandis que vous entassez les habitants du Karabakh dans des immeubles. Pas de récolte, pas de bétail, pas de travail. Ils doivent se rendre au Bravo Market et quémander des produits. La rédactrice en chef de Maïdan TV, Aynur El-Gunesh, emprisonnée à la prison de Kourdakani, écrit: L'Azerbaïdjan se prépare au 150e anniversaire de la presse sur fond de l'arrestation de près de 30 journalistes. Tout le monde sait que nous sommes ici parce que nous écrivons la vérité. On nous tient en otage parce que nous couvrons les actions illégales et corrompies du pouvoir. Nous écrivions sur la corruption qui fait que des gens se noient en plein jour sous les ponts de la capitale, que les routes s'effondrent et qu'on retrouve leurs corps des jours plus tard. Nous écrivions sur la corruption, l'illégalité et sur le tableau douloureux qu'ils ont créé, faisant de notre pays le 2e au monde et le 1er en Europe pour les maladies cardiovasculaires. Pourquoi est-ce que je dis toujours la responsabilité incombe à Ilham Aliyev? Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui prend la décision politique. De son côté, le rédacteur en chef du site Argument.az, Shamshad Agayev, s'est exprimé devant la cour d'appel en ce jour de prétendue liberté de la presse. Il s'agit sans aucun doute d'une politique coordonnée entre alliés stratégiques autoritaires. Chaque fois que nous disons que notre arrestation est un ordre politique, les représentants du gouvernement et leurs plumes dans les médias le nient. Et en même temps, à la télévision et dans les médias autorisés, ils mènent une campagne contre nous dans une atmosphère digne de 1937, exigeant des sanctions. N'est-ce pas là un ordre politique? Et puis il y a le cas du journaliste d'investigation Berous Samedov, condamné à 15 ans de prison pour une prétendue espionnage au profit de l'Arménie. Après une tentative de suicide, il a cessé de parler. Son avocate, Zibeida Sadikov, martèle que le tribunal n'a jamais présenté la moindre preuve. Samadov n'est qu'un chercheur pacifiste qui s'oppose à la guerre. Il n'a fait que s'exprimer publiquement contre la guerre. Dans ce contexte, parler de liberté de la presse en Azerbaïdjan relève au mieux du cynisme. La dictature de Bakou tente aujourd'hui de transformer un symbole historique de la liberté d'expression, la presse, en un simple paravent politique. Un paravent pour masquer une réalité brutale. Dans ce pays, les journalistes ne sont pas seulement non protégés, ils sont criminalisés et emprisonnés. Et ceux qui prônent la paix sont étiquetés comme des espions à la solde des Arméniens. Diana Karapetian, Reopen Media. Un trésor national dispersé, bientôt réuni numériquement. Le Matenadaran, des rêvants sanctuaires de manuscrits arméniens, s'apprête à lancer une plateforme en ligne pour cataloguer l'ensemble du patrimoine écrit de la nation. Ces milliers de manuscrits, souvent sauvés des massacres de 1915 et aujourd'hui conservés aux 4 coins du monde, constituant la mémoire vive du peuple arménien. Dès début 2026, des Bibles anciennes aux recettes médiévales, tous ces documents seront accessibles en ligne, offrant aux chercheurs et au public un accès sans précédent à cet héritage inestimable. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 28 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Prenez soin de vous. À très vite.